Avec le Trends Invest Challenge gratuit de Trends Tendance, tout le monde peut investir. Investissez 100 000 € virtuels, gagnez 10 000 € bien réels. Participez sur investchallenge.be. Bienvenue sur Z sur 7, votre podcast quotidien. Aujourd'hui, nous sommes le 23 mars et nous avons un tout nouvel épisode avec l'invité du Trends Talk. Olivier Mouton reçoit Alain Denève, chercheur à l'Institut Royal Supérieur de Défense. Trump accordait peu d'importance à ce qui pouvait se produire dans cette machine. Le sujet du moment, c'est le contexte économique et politique. Entre l'Ukraine, la Russie, les mesures de Trump et le réarmement de l'Europe, nous vivons une période chargée. Pour en parler, Olivier Mouton reçoit un expert de l'Institut Royal Supérieur de Défense, Alain Denève, et il souligne le caractère historique pour l'Europe de la séquence à laquelle nous sommes en train d'assister. Z sur 7, l'invité du Trends Talk. Une personnalité de premier plan se confie en profondeur sur ce qui a fait son actualité. Oui, à titre personnel, je pense qu'on vit une période riche, je dirais, en termes de décisions, en termes de changement de cap, les lignes bougent. Pas mal de choses qui avaient été préparées depuis pas mal d'années au niveau de l'Europe de la défense sont en train, par la force des choses, il faut le dire, à se concrétiser, voire même à s'accélérer considérablement, aller au-delà peut-être de ce que l'on pouvait penser. Donc en ce sens, oui, on vit quand même un moment assez historique où certains parlent de changement de paradigme au niveau de la sécurité transatlantique. Je les rejoindrai sur ce point. Alors, peut-être pour commencer aussi, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une vraie menace russe ? Tout le monde le dit aujourd'hui. On sait qu'il y a eu l'agression qui était inattendue au départ de l'Ukraine, voilà 3 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, cette menace russe, elle pèse sur nous ? Alors, je fais partie de ceux qui pensent qu'il y a une menace russe, effectivement. Il faut d'ailleurs observer, peut-être analyser la séquence des événements qui se sont déroulés depuis 2008, où à chaque fois, effectivement, la Russie nous a d'une certaine manière surpris dans un certain nombre de ces décisions, des décisions qui ont été prises par le même homme, Vladimir Poutine. La guerre en Ukraine, évidemment, et notamment l'invasion à large échelle de 2022 a confirmé cette tendance. On a plus pensé à un moment donné que cette menace allait s'atténuer du fait justement de l'enlisement que l'on envisageait de la Russie dans ce conflit. Et des lourdes pertes aussi. Et des lourdes pertes à la fois, en matériel qu'en homme. Voilà, matériel, humaine, considérable. Et en réalité, on observe une capacité de régénérescence de la Russie, ce qui fait dire à certains observateurs que même si on peut envisager peut-être une période de relative accalmie, il est fort à parier que la Russie utilisera cette période-là pour se réarmer à la fois idéologiquement, militairement, matériellement, pour, qui sait, je dirais, menacer d'autres parties de l'Europe dans lesquelles elle veut établir des zones d'instabilité. Parce qu'on parle effectivement, Vladimir Poutine parle d'une guerre contre l'Occident, une guerre contre l'OTAN. Donc déjà dans les mots, on est déjà au-delà du simple conflit avec l'Ukraine. Oui, en fait, le discours de Vladimir Poutine a consisté à partir de 2007 à remettre en question ce que l'on pouvait appeler la grammaire occidentale des relations internationales, en disant que effectivement l'ordre qui était né de la période post-guerre froide allait finalement arriver à son terme. Mais dans le discours de Poutine, il y a toujours l'idée que c'est l'OTAN qui agresse la Russie, que les pays de l'ancien pacte de Varsovie n'ont pas le droit de choisir eux-mêmes, librement, de manière indépendante, leur régime d'alliance, leur choix en termes de rapprochement politique. Et voilà, tous ces facteurs font que, à l'avenir, ces arguments seront très certainement encore utilisés par Vladimir Poutine pour justifier très certainement d'autres actions pour des motifs, je dirais, fallacieux ou détournés.
Alors le rapprochement entre Donald Trump et Vladimir Poutine, alors on sent qu'il y a un rapprochement entre les deux hommes qui se sont encore parlé au téléphone cette semaine, dont j'allais dire la convergence de vues semble parfois frappante. On ne sait pas encore jusqu'où ça ira, mais c'est quand même un game changer aussi important pour l'Europe, ça. Oui, totalement. Et c'est peut-être le plus important facteur de déstabilisation que l'on a rencontré durant ces dernières semaines. Parce que d'abord, il est soudain. Même s'il a été d'une certaine façon annoncé, mais je pense qu'il n'y avait pas dans l'idée de la plupart des Européens de se dire que cela se ferait aussi vite. Et puis, il y a toute une série d'interrogations. On sait ce qu'a été le premier mandat de Donald Trump en termes de politique étrangère. Le bilan était plus que relatif. Pas mal d'échecs dans ce qu'il avait voulu entreprendre, tant vis-à-vis de l'Iran que vis-à-vis de la Corée du Nord. Et donc, beaucoup de capitales européennes s'interrogent sur les résultats que pourrait donner ce rapprochement, ce réalignement qu'on considère un peu contre nature, notamment qui est en décalage complet par rapport à la posture qui était celle de l'administration Biden. Donc c'est ça aussi, ce sont les interrogations sur le futur, sur les résultats. Certains disent même, est-ce que c'est pas un homme de Moscou, quoi? Bon, c'est sans doute peut-être poussé le bouchon trop loin, mais on peut effectivement commencer à spéculer sur tous ces aspects. Disons que la simple étude des faits nous porte à nous inquiéter sur le devenir de la sécurité transatlantique. En tout cas, le doute a été semé, l'action de Donald Trump a fait que, au niveau des chefs d'État et de gouvernement européens, quels qu'ils soient d'ailleurs, peut-être même du côté hongrois, je pense que malgré tout, il y a un doute qui a été semé dans l'esprit de pas mal de dirigeants. Oui, c'est ça. Donc les États-Unis ne se sont pas retirés de l'OTAN, mais quelque part, ils l'ont déjà affaibli dans les faits. Alors oui, voilà, même si on a affaire à une alliance atlantique qui matériellement, militairement est robuste, eh bien l'action qui a été, en tout cas la direction nouvelle qui a été prise par l'administration Trump fait que sur le plan politique, il y a des fragilités qui sont en train de naître, sans doute, au niveau de l'Alliance Atlantique. Et je dirais que cela peut se comprendre. Alors, relativisons également, ce n'est pas la première fois qu'il y a des dissensions, des désaccords entre les membres de l'Alliance Atlantique. Mais en tout cas, dans le contexte présent, compte tenu du fait qu'il y a le retour d'une guerre conventionnelle sur le continent européen, ces dissensions, ces désaccords entraînent évidemment des conséquences beaucoup plus, je dirais, remarquables et inquiétantes. Alors le sursaut européen, venons-y. On voit qu'il y a des réunions en tous les sens depuis quelques semaines, à des formats variables d'ailleurs. Le Royaume-Uni est revenu dans la danse alors qu'il n'est plus membre de l'Union européenne. Le Canada, même la Turquie, à certains moments s'y sont associés. Est-ce que ça veut dire que dans ce sursaut européen, on cherche le bon calibre à la réponse ? Oui, l'idée je crois pour les Européens, l'idée c'est d'étudier un peu le temps qui leur est imparti, qui leur est laissé quelque part pour procéder justement à ce réarmement, en sachant que il y a eu pas mal de sous-investissements par le passé au niveau des différents pays de l'Union européenne. Ces questions de défense n'ont pas été peut-être prises suffisamment à leur juste valeur. Ce que les présidents américains ont d'ailleurs rappelé plus d'une fois. Tout à fait, ouais. Effectivement. Donc, l'idée aujourd'hui, quelle est-elle ? C'est qu'il faut continuer à armer et à soutenir l'Ukraine, surtout au moment où l'administration Biden est sur le point, je dirais, de réduire, voire peut-être de supprimer son aide à l'Ukraine. Donc il y a cette question-là, comment soutenir, comment maintenir cette aide militaire à l'Ukraine en sachant que ça sera une aide européenne. Pourquoi ? Parce que l'Ukraine est la principale ligne de défense pour l'instant contre la Russie. Donald Trump a déjà suspendu l'aide, et voilà. Vladimir Poutine demande encore aujourd'hui qu'on la supprime. Donc ça fait partie de ces conditions voilà. Qu'il a mis en évidence. Et puis, nous devons nous-mêmes nous réarmer. C'est-à-dire envisager aussi,
nous réarmer, remettre en ordre, je dirais, de combat nos systèmes de force, les coordonner, voir où est-ce qu'il y a moyen de réaliser des mutualisations, des coopérations. Alors on le sait, les lacunes, les manquements sont identifiés depuis longtemps au niveau européen en la matière. L'idée, c'est de mettre la machine en route et de faire que cette fois-ci, ça soit la bonne et que l'on s'oriente et que l'on mette en œuvre toutes les pistes, tous les cadres, toutes les solutions qui existent déjà au niveau européen, au niveau institutionnel. C'est crédible à vos yeux, c'est possible ? Oui, je pense qu'en tout cas que les conditions... malheureusement, que les conditions propices à cette mise en œuvre n'ont jamais été autant réunies. L'idée, évidemment, ce qui manquait jusqu'à présent, je déteste parfois cette formule, c'est la volonté politique. Je pense qu'elle est là, parmi la majorité des États membres. En tout cas, il y a une grande convergence. Oui, avec par exemple l'Allemagne qui a changé du tout au tout. Voilà, l'Allemagne, qui historiquement est sans doute un fait majeur. Ouais. L'Allemagne qui s'autorise une modification de sa loi fondamentale pour se permettre de sortir de sa sacro-sainte orthodoxie budgétaire, c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais imaginé en d'autres circonstances, même pendant la crise financière, du côté allemand, et c'est quelque chose que les partenaires européens n'auraient jamais imaginé pouvoir demander à l'Allemagne de... Oui, le Royaume-Uni qui se rapproche soudain, alors évidemment c'est un gouvernement travailliste, donc on a eu un changement là-bas, mais malgré tout ça, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui s'accélèrent. Malgré tout, ce n'est pas anodin. Je dirais que, évidemment, pour le Royaume-Uni, cette affaire ukrainienne lui permet de revenir, je dirais, sur la scène européenne après cet épisode douloureux et regrettable du Brexit. Et puis... le Royaume-Uni, que l'on savait malgré tout fortement attaché à ce qu'on appelle cette relation spéciale qu'elle a avec les États-Unis, eh bien voilà, elle revient vers un tropisme européen et elle joue quelque part aussi son rôle d'État balancier classique dans les relations internationales et notamment en matière de sécurité européenne. Alors Alain Denève, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a présenté un plan Rearm Europe qui, alors on a cité le chiffre de 800 milliards d'euros, bon c'est un chiffre qui contient des emprunts, les contributions des États, donc bon c'est un peu maquillé on va dire, mais est-ce que ça c'est à la hauteur de ce dont on a besoin réellement ? Est-ce que c'est exagéré ? Est-ce que c'est artificiel ? Alors, il est vrai que concrètement, ces 800 milliards, ils n'existent pas. Les 800 milliards ont frappé les esprits. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'un chiffre qui ressemble étrangement au budget annuel de la défense américain, mais nous ne sommes pas du tout dans les mêmes rapports de valeur. 800 milliards, que recouvre-t-il ? 650 milliards que l'on espère pouvoir être générés en permettant aux États de sortir justement de cette orthodoxie budgétaire sans qu'ils ne subissent quelque part les foudres de la Commission européenne derrière, et 150 milliards qui pourraient être des investissements sous forme de prêts qui seraient garantis par la Commission européenne. Donc, je dirais que les 800 milliards, c'est avant tout un instrument qui est destiné à inciter les États à se réarmer. Il n'empêche, cette décision et cette orientation de la Commission européenne a de quoi être soulignée parce que, effectivement, paradoxalement, je dirais que tout à la fois, elle était presque imprévisible. On n'aurait pas pu imaginer que la Commission aille vraiment dans ce sens d'une manière aussi décisive. Et dans le même temps, c'est la suite logique à toute une série, je dirais, d'initiatives, de programmes qui, depuis quelques années, avaient été mis en place pour renforcer ou pour préparer les forces armées européennes aux défis de demain. Mais il faut quand même aussi, là encore, une fois, être bien clair. On parle d'argent.
on peut savoir ce qu'on en fait. Voilà, il faut savoir ce que l'on en fait. C'est là aussi où pas mal de voix s'élèvent pour dire mais cet argent espéré, ce refinancement, il ne pourra avoir du sens qu'à partir du moment où les États européens se coordonnent, mutualisent leurs moyens, trouvent des synergies, réalisent des achats en commun. On sait de quelle formule on a besoin aujourd'hui pour, je dirais, quand même, malgré tout, dans ce contexte de réarmement, procéder à des économies d'échelle là où elles peuvent être faites. Et puis il y a l'autonomie stratégique qui doit être déployée, y compris au niveau industriel. Bon, on peut parler du fameux symbole des F-35 dont on parle pas mal pour le moment. Hein, ces avions qu'on a achetés aux États-Unis, les Portugais ont remis ça en cause. Nous, on est sans doute trop engagés là-dedans pour faire marche arrière. Mais enfin, ça montre quand même que notre dépendance à l'étranger, aux États-Unis en particulier, est importante, quoi. Oui, de toute façon, tout le matériel militaire américain que l'on a acquis ces dernières années, je dirais, il est quelque part la résultante de décisions qui avaient été prises 20, 30 ans avant. Donc aujourd'hui, effectivement, on voudrait juger des décisions à l'aune du contexte actuel, alors que ces décisions avaient été prises dans un contexte totalement différent. Néanmoins, cette autonomie stratégique européenne, elle est nécessaire. Il faudra effectivement s'investir afin de l'atteindre, parce qu'on se rend bien compte que, avec le doute qu'a semé l'administration américaine parmi pas mal de dirigeants, mais aussi peut-être d'élites politico-militaires, il y aura intérêt, en tout cas dans un premier temps, à rétablir une forme de rééquilibrage. On ne pourra peut-être pas directement d'office s'affranchir, je dirais, de l'appui américain, de cette aide américaine, mais il faut travailler à procéder à un rééquilibrage, voire peut-être idéalement à se garantir quelque chose qui pourrait se rapprocher effectivement d'une presque parfaite souveraineté européenne. Oui, c'est ça. Ça pourrait aller jusque-là, y compris que l'OTAN, alors on parle souvent du pilier européen au sein de l'OTAN, mais ça pourrait être davantage. En fait, ça pourrait être presque une forme d'OTAN européenne. Oui, mais déjà, durant ces dernières années, il est vrai qu'on assistait d'une certaine façon, lorsque l'on examinait un petit peu les débats qui s'y tenaient, à une forme d'européanisation de l'OTAN. Pourquoi ? Parce que justement, bien, déjà lors de son premier mandat, Donald Trump accordait peu d'importance à ce qui pouvait se produire dans cette machine qu'était l'OTAN, alors que pourtant l'OTAN est ce qui fédère aussi les Européens entre eux, avec les États-Unis évidemment, mais c'est une machine qui dispose des outils les plus efficaces en termes de procédures, d'habitudes de travail, de culture stratégique, d'interopérabilité, de standardisation. Donc oui, on pourrait imaginer que les Européens, devant la situation devant laquelle ils sont confrontés aujourd'hui par rapport à l'Ukraine, s'investissent davantage dans une OTAN en européanisant celle-ci. Et donc, à marche forcée, on se retrouverait ici dans ce que l'on espérait être effectivement le pilier européen de l'Alliance Atlantique. Est-ce que l'industrie européenne est prête ? Parce que, vous l'avez dit, on a quand même désinvesti, hein, on parle toujours des fameuses dividendes de la paix auxquelles on a goûté en Europe, mais donc du coup on a quand même désinvesti, on a des industries qui ont soit disparu, soit qui se sont affaiblies. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a déjà eu quelques piqûres de rappel, mais est-ce qu'on est en mesure de répondre à ces attentes ? Alors, oui, on a les compétences scientifiques, on a les compétences technologiques, on a du savoir-faire, on a parfois même dans certains secteurs un savoir-faire plus pointu que ce dont disposent certains segments de développement technologique et scientifique aux États-Unis en matière militaire. On sait comment faire, on développe de l'armement de
grande qualité, de grande sophistication. Il suffit de voir, je prendrai un exemple assez symbolique, le missile de croisière Scalp-G Storm Shadow, qui est possédé par la France et le Royaume-Uni, qui a été développé justement dans le cadre d'une consolidation entre des entreprises françaises, britanniques, pour justement réaliser ce rapprochement et, je dirais, réaliser ces économies d'échelle. Et bien aujourd'hui, voilà, ce missile est quelque part le produit de cette consolidation qui avait été opérée dans les années 2000 et qui fonctionne. Donc on a une recette là qui a fonctionné, qui a porté ses fruits. Pourquoi ne pourrait-on pas l'envisager pour tous les autres secteurs de la défense en Europe ? Avec davantage de consolidation. Avec davantage de consolidation. On a de beaux exemples en Belgique, par exemple, où un John Cockerill a repris Arcus. Voilà. Donc font quelque part, ils disent des champions franco-belges, mais c'est vrai. C'est voilà, un peu mais ça, ce sont des modèles. On sait que ces modèles fonctionnent. Mm-hmm. On sait que. Alors évidemment. Ils font l'objet de tractations entre les gouvernements, donc ce sont des choses qui, en temps de paix, entre guillemets, ont pu prendre du temps. Je ne désespère pas à l'idée que demain, ce genre de modèle va davantage se répandre, va permettre à l'Europe de la défense de prendre corps. En tout cas, on connaît les recettes. Il y a une littérature absolument, gigantesque sur ces dossiers, sur ces thématiques. On sait quelles sont les formules dont on a besoin pour aller de l'avant de manière plus efficace et plus efficiente en matière de défense, en matière d'armement. Il y a eu des success stories. On a les savoir-faire, on a les compétences. Certains disent, prenons l'exemple d'Airbus aussi, par exemple. Enfin, Airbus est également un bon exemple. Dans le domaine civil, mais... D'ailleurs, MBDA, la société qui est à l'origine du Scalp-G Storm Shadow, est quelque part une filière d'Airbus. Donc, on a les instruments. On a des instruments à la fois politiques au niveau européen, qui sont prêts à être activés. Coopération structurée permanente, coopération renforcée, on les connaît, il y a eu également pas mal de commentaires sur toutes ces initiatives. Et on connaît également des formules qui peuvent que fonctionner afin de donner corps, je dirais, à ces rapprochements. Alain Denève, quelle leçon peut-on tirer de la guerre en Ukraine ? Alors ça fait 3 ans, on constate que c'est une guerre qui est quand même... brutale, avec une Russie qui n'hésite pas à utiliser ce qu'on appelle la chair à canon de façon un peu péjorative, c'est-à-dire envoyer les hommes au front, des guerres de tranchées, beaucoup de drones. Alors peut-être que je suis naïf en voyant ce paysage-là, mais est-ce que ça veut dire que par rapport à la conception qu'on avait de la guerre, peut-être moderne, à distance, technologique, etc., on n'est pas dans un sacré retour en arrière dans le temps ? Alors, c'est là que se situe le principal défi. Et je vais y revenir davantage en détail. Mais quel est-il ? C'est-à-dire que, à la fois, nous devons effectivement étudier attentivement en quoi consiste cette guerre, quelles sont ses dynamiques, quelle est la réalité à laquelle on a affaire, en se disant également que cette analyse, évidemment, c'est une analyse un peu court-termiste ou moyenne-termiste, mais elle ne doit pas nous empêcher également d'ouvrir, je dirais, notre horizon sur d'autres types de guerres auxquelles on pourrait avoir affaire à plus long terme. Et c'est ça, en fait, le grand défi devant lequel nous nous trouvons aujourd'hui. C'est de faire les deux. C'est de faire les deux. C'est de, effectivement, investir dans les deux. Investir d'abord dans cette analyse du terrain ukrainien où, effectivement, comme vous l'avez rappelé, on se retrouve devant des dynamiques de conflit qui sont en décalage complet, pour certaines d'entre elles, de tout ce qu'on imaginait être la guerre du futur il y a quelques années. On pensait au départ, il y a quelques années, 20 ans de cela ou 10 ans de cela, que les guerres de demain seraient des guerres moins attritionnelles.
Pas de chance, la guerre en Ukraine est une guerre hautement attritionnelle. On imaginait que la guerre serait beaucoup plus mobile, structurée autour de la domination informationnelle. Alors, sur le plan de la domination informationnelle, il est vrai que celle-ci se révèle cruciale dans la dynamique des opérations, mais on a affaire, malgré tout, non pas à une guerre de mobilité, mais à une guerre de tranchées, à une guerre de ligne de défense 2000 km qui n'a pas bougé pratiquement depuis 3 ans, et qui pose problème parce que c'est là que se situe la graine de conflits gelés qui peuvent entraîner une insécurité permanente sur le long terme. On a affaire également à une guerre durant laquelle, alors c'est pour ça que je parlais de guerre attritionnelle, où effectivement les méthodes de combat qui sont utilisées par notamment le camp russe étaient inimaginables, je dirais, si on avait dû réfléchir à ce que serait la guerre du futur il y a. Donc ça veut dire qu'il faut à la fois une production de masse pour pouvoir répondre à ce défi-là, et en même temps une production ou une recherche technologique pour faire face à d'autres enjeux. Ouais. Et c'est ça encore aussi le grand défi, c'est-à-dire que l'un des principaux enseignements que l'on tire de cette guerre, c'est qu'il faut atteindre une masse critique de production, d'armement en tout genre. Oui, y compris des obus de piètre qualité. De degrés de sophistication divers, parce qu'effectivement, ça aussi, c'est une stratégie qui est mise en œuvre par l'adversaire russe, de frapper avec tout ce dont il dispose dans son arsenal. Il ne faut surtout pas croire que c'est une stratégie, je dirais, de la dernière chance, ou loin de là. C'est une stratégie volontairement mise en place par la Russie pour saturer nos propres systèmes de défense, d'abord les systèmes de défense ukrainiens et peut-être demain nos propres systèmes de défense. Est-ce que ça veut dire, que vous avez dit au départ, vous êtes de ceux qui pensent qu'il y a une menace russe? Bon, je vais utiliser la caricature, mais est-ce qu'on pourrait avoir des missiles à moyenne portée sur l'OTAN demain, ou des chars sur la Grand Place de Bruxelles? Est-ce qu'on parle de ça? Peut-être. Il ne faut jamais rien exclure, mais je ne pense pas que l'on parle de ça à court, moyen terme. On n'en est pas là. Et d'ailleurs, la stratégie russe en la matière, en quoi consiste-t-elle? C'est de toujours rester, je dirais, de contourner d'une certaine façon la dissuasion nucléaire par le bas, et de rester toujours en dessous du seuil qui pourrait conduire l'adversaire à rentrer dans une autre forme d'escalade ou de rapport de force. Donc c'est quand même calculé au-delà des mots et de la provocation, quoi. Évidemment, c'est calculé, et c'est la raison pour laquelle les scénarios que vous évoquiez, je n'y crois pas, parce que la Russie s'efforce justement de jouer avec cette ligne. La question est de savoir, est-ce qu'elle parviendra à jouer intelligemment avec cette ligne sur le long terme? Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, malgré tout, il faut se préparer à toutes les éventualités. Oui, et que pourrait s'en prendre à des États baltes, et donc du coup, ça nous interroge quand même sur notre solidarité. Effectivement, ce sont effectivement déjà s'en prendre militairement de manière aussi massive à l'Ukraine. C'est quelque part une forme de trilatéralisation de la menace, c'est-à-dire qu'il s'agit de voir un petit peu quelle est la réaction de tous ces pays qui étaient en passe de devenir formellement, institutionnellement, l'allié de l'Ukraine, mais qui pour diverses raisons ne le sont pas encore. Et oui, peut-être Vladimir Poutine serait-il tenté de franchir un pas supplémentaire, un seuil supplémentaire, en s'en prenant cette fois à des États de la communauté transatlantique qu'il suspecte d'être peut-être moins ou un peu moins soutenus, notamment par le grand allié américain. Dernière chose, Alain Denève, dans tout ce grand bouleversement quand même, il y en a un autre dont on parle pour le moment, c'est la dissuasion nucléaire, et notamment le fait que la France ouvre le débat de sa dissuasion qu'elle pourrait mettre au service de
d'autres pays européens en maintenant évidemment un flou stratégique sur la question. Ça aussi, c'est quand même un changement considérable. On en avait déjà parlé, mais enfin, c'est quoi ? C'est effectivement un retournement stratégique, c'est aussi une manière de gagner du temps, c'est quoi ? Alors, effectivement, la dissuasion nucléaire fait son retour en force depuis le début du conflit en 2022. Mais déjà en 2014, évidemment, peu le savent sans doute, mais déjà à cette période-là, la question de l'armement nucléaire avait figuré dans des options, ne fût-ce que sur un niveau tactique, des options envisagées, en tout cas étudiées par Vladimir Poutine. En tout cas, c'était quelque chose qui n'excluait pas. Il est vrai que ces dernières semaines, on a assisté à une autre forme de retour en force du nucléaire, c'est l'allocution d'Emmanuel Macron, qui consacre une nouvelle fois la dimension européenne de la dissuasion nucléaire française. Alors, il l'avait déjà fait en 2020. Ici, il le confirme, il l'a confirmé avec son allocution. En quoi peut-elle consister ? Eh bien, pour ma part, je pense qu'il s'agit peut-être pour les Européens, grâce à ce débat, de gagner du temps, je dirais, pour une reconstitution de leurs forces conventionnelles, qui à terme viendrait aussi dans un langage doctrinal français épauler la dissuasion nucléaire à terme. Et comment cela peut fonctionner ? Eh bien, tout simplement en compliquant un peu plus encore le calcul stratégique que pourrait faire Vladimir Poutine s'il envisageait éventuellement de s'en prendre à des États, à d'autres États, et notamment à des États de la communauté de l'Union européenne ou de l'OTAN. Et en même temps, cette discussion sur la dissuasion nucléaire permet de mettre en place un mécanisme de réassurance qui vient compléter un parapluie militaire américain qui, même s'il est matériellement fiable, eh bien, du fait du doute... Et politiquement, on a peut-être des trous, quoi. Voilà. Et déjà, durant la guerre froide, on savait qu'il y avait des interrogations sur le degré de détermination des Américains par rapport à la sécurité européenne. Eh bien, voilà, l'idée, ça serait d'offrir à l'Europe un mécanisme de réassurance qui serait compatible avec ceux qui existent, avec les règles de l'OTAN. Offrir à l'Europe une réassurance militaire, ce sera le défi des prochaines années. Nous continuerons certainement d'en parler dans ce podcast. En attendant, on se retrouve demain pour un nouvel épisode avec l'info à ne pas manquer. Demain, nous recevrons Christophe Eschmann, fondateur de Pink Price, pour parler de l'économie et de la hausse des prix. Restez à l'écoute. Salut, ici Warren Buffett et je vous invite à participer gratuitement au Trends Invest Challenge parce qu'avec Trends Tendance, plus rien ne vous retient d'investir. À moins d'avoir une excuse bidon comme celle de Valérie. J'ai plus d'argent à investir. Valérie, pas besoin d'argent. Vous recevez 100 000 euros d'argent virtuel pour vous lancer. 100 000 euros. Allons. Le Trends Invest Challenge de Trends Tendance. Investissez de l'argent virtuel, gagnez des prix bien réels. Participez sur investchallenge.be.